Salam alaikum à toutes et à tous. Donc je me présente, je me prénomme Bouchra, je suis consultante en nutrition et aujourd'hui je vais vous présenter le thème les habitudes alimentaires, santé et bien-être de la cuisine à la table. Donc c'est un sujet qui est important et de plus en plus aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et moi j'ai cette philosophie de penser que chaque personne qui est à la cuisine, à la maison, est en fait un petit peu le médecin de sa maison, ça commence par là, et que si on a les bonnes connaissances et le bon savoir, on peut déjà prendre soin de sa famille, et malheureusement si on n'a pas les bonnes connaissances, on peut sans le savoir empoisonner sa famille. Donc voilà, moi j'ai cette mission de rendre cette responsabilité et ce pouvoir à toutes les personnes qui s'occupent de faire à manger à la maison. Donc, on va commencer par les ustensiles. Donc, il y a plusieurs informations que j'aimerais partager avec vous. Donc, ça, c'est des ustensiles dont vous avez l'habitude. Je pense que vous connaissez déjà, vous avez utilisé. Et il y a des petites infos donc, à savoir et à partager. Donc, pour commencer, je vais parler des poêles en téflon. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Ça n'attache pas, ça n'adhère pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà plus de 3 ans, en fait, ça a été interdit dans la loi. Et en fait, on a donné une permission aux fabricants de poêles en téflon pour écouler leur stock. Et normalement, ils étaient censés arrêter en 2018. Et on voit qu'en fait, c'est encore en vente actuellement. En Allemagne, par exemple, c'est déjà interdit depuis plusieurs années. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, par rapport au téflon, c'est que c'est des composés fluorés qui vont avoir des impacts importants sur la santé. Aujourd'hui, on sait que c'est cancérigène. Donc, je vous le dis, essayez vraiment d'éviter au maximum le téflon, même si c'est pratique. Par exemple, là, je vous ai mis à côté une poêle en inox. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur choix pour pouvoir faire sa cuisine. À condition, par contre, de bien entretenir sa poêle, de ne pas la rayer, donc l'essuyer avec un chiffon doux et aussi, pendant la cuisson, éviter de mettre du sel directement sur l'inox. Ça l'attaque et donc ça crée des composés qui vont se libérer dans la nourriture. Donc le sel, le mettre sur la nourriture ou dans de l'eau bouillante pour qu'il fonde tout de suite. Je vous ai mis aussi un rouleau d'aluminium. Donc c'est vrai, je pense que vous êtes assez au courant aujourd'hui parce qu'on répète assez souvent. L'aluminium, on a vu que c'était impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Donc plutôt éviter. Donc les cuissons en papillote dans l'aluminium, tout ça, c'est moyen. Et c'est pire encore quand c'est des aliments acides. Donc le citron, la tomate, etc. Ça empire encore le phénomène. Moi, je recommande pour les gens qui aiment les papillotes d'utiliser les cocottes. Vous savez, les cocottes qui se ferment, je ne parle pas de la cocotte minute, mais vraiment la cocotte à l'ancienne qui rentre dans le four, ça fait cuisson papillote et en plus c'est plus sain. Donc j'ai mis aussi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir du coup, c'est un plat en céramique qui va au four. Donc c'est vrai que l'idéal, ce serait un plat en céramique sans vernis, mais aujourd'hui ils sont majoritairement vernissés. Et là c'est pareil, ça dépend des vernis, il y en a qui sont plutôt bons, qui n'impactent pas la santé et d'autres qui peuvent être un petit peu plus problématiques. Donc faites vraiment très attention, sachant que c'est une précaution à prendre juste au début, puisqu'une fois que vous avez votre plat, vous le gardez pour toujours. Donc voilà, petite attention à prendre dès le début. Ensuite, on a aussi les plats en verre. On a 2 types de plats en verre, un classique et un renforcé pour supporter les chocs de température. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont renforcés pour les chocs de température contiennent du bore. C'est un atome en fait qui, une fois ingéré, va aller se placer dans les os, remplacer le calcium et se placer dans nos os. Donc en fait, on est en train de se faire polluer par les verres renforcés contre les chocs thermiques. Moi, je vous recommande de prendre un verre simple, non renforcé contre les chocs thermiques. En plus, c'est moins cher et vraiment, c'est beaucoup mieux pour la santé puisqu'en fait, le bord va se relarguer au fur et à mesure des cuissons. Donc à éviter. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Dès le début, déjà, ça commence. Donc je voulais vous parler aussi des modes de cuisson. Donc je pense que vous êtes assez avertis également. Donc la meilleure des choses à faire, en fait, c'est de ne pas cuire. Dès que vous pouvez manger des crudités, allez-y. Vraiment, faites-vous plaisir. En plus, c'est délicieux. Et pour ce qui est de la cuisson, le meilleur mode, c'est la cuisson vapeur, vous le savez. Après, nous, on aime bien se faire plaisir. On aime bien les frites, on aime bien les grillades. Donc l'idée, c'est pas de s'empêcher de se faire plaisir, mais c'est de savoir que en fait, dès que c'est grillé, dès que c'est doré, dès que c'est rôti, même le pain, la croûte qui est dorée,
En fait, ce sont les sucres qui caramélisent et les protéines également qui caramélisent et ça forme ce qu'on appelle des molécules de Maillard. Et en fait, les molécules de Maillard, elles vont aller attaquer l'intestin et provoquer de nombreuses maladies. Aujourd'hui, il y a des maladies dont on ne connaît pas la cause. Et en réalité, ça pourrait être tout simplement ça, cette accumulation de molécules de Maillard dans l'organisme. Je pense notamment à tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, on voit que l'intestin en fait, est en cause et la malnutrition. Donc voilà, essayez au maximum donc, de manger des crudités, des légumes cuits vapeur, cuits sainement, et éviter de trop manger tout ce qui est frits, rôtis, surcuits, etc. Mais on a le droit de se faire plaisir. Hein. Voilà. Donc, je voulais vous parler aussi du sucre. Donc, c'est vrai qu'on aime bien le sucre. Et en fait, je mets cette diapo aussi par rapport à nos enfants, puisque je voulais vraiment vous partager que les études scientifiques ont montré, notamment un criminologue, qui a démontré dans les populations de délinquants que la réduction des sucres réduit les comportements violents. Aujourd'hui, on a des enfants hyperactifs et on ne comprend pas où est l'origine. Et en fait, ça pourrait être simplement l'excès de sucre. Donc c'est vraiment un questionnement à avoir. Est-ce qu'on ne donne pas trop de sucre aux enfants ? Il y a une autre étude qui a montré aussi dans une école, en fait, ils ont fait l'expérience de réduire la consommation de sucre sur les enfants. Ils ont vu qu'ils étaient moins violents, plus concentrés à l'école et qu'ils avaient même de meilleurs résultats scolaires. Donc c'est un vrai questionnement à avoir. Quelle est la place du sucre dans notre foyer ? Voilà. Et donc, on a l'habitude de parler du sucre, mais en fait, il y a différents sucres. Et là, j'ai mis l'étiquette sur une boîte de ketchup. Donc, le premier ingrédient, c'est purée de tomates, 54%. Et le deuxième ingrédient, c'est-à-dire le deuxième en importance et en quantité, c'est le sirop de glucose-fructose. Donc, on va dire c'est presque moitié tomate, moitié sucre. Donc déjà, il y a des sucres cachés dont on n'a pas forcément conscience et dont il faut se méfier. Et la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le sirop de glucose-fructose, ce n'est pas le sucre auquel on est habitué, c'est-à-dire le sucre de table qui en fait est le saccharose. Ici, glucose-fructose, alors il y a le fructose, on a l'impression que c'est fruit, donc que c'est sain, mais c'est sain tant qu'il est dans le fruit en fait. Une fois qu'il est extrait, le fructose crée ce qu'on appelle de la stéatose hépatique. En fait, c'est le foie gras. Aujourd'hui, par exemple, les oies qui sont gavées, elles sont gavées de maïs parce que c'est riche en fructose et en glucose pour créer ce foie gras. Et aujourd'hui, je vous le dis, les études scientifiques montrent que de plus en plus d'enfants font du foie gras dans leur propre foie. Donc voilà, c'est aussi un questionnement à avoir. Quelle est la qualité des sucres que je fais consommer à mes enfants et à moi-même ? Donc je continue la lecture de l'étiquette. Un peu plus tard, on retrouve encore du sucre. Donc on a vu sirop de glucose-fructose, eau, vinaigre d'alcool, sucre. Et ensuite encore amidon modifié de maïs. Le maïs qui contient aussi du glucose-fructose. Donc voilà, là on a une bouteille de ketchup et en fait c'est moitié tomate, moitié sucre. Donc voilà, vraiment prendre l'habitude de lire les étiquettes, faire la traque à tout ce genre de petits aliments un petit peu étranges. Et on va voir juste après aussi la question des additifs alimentaires. Donc là, je vous ai mis une petite liste des additifs les plus dangereux pour tous, sachant qu'il y a des additifs qui sont dangereux spécifiquement. Par exemple, il y a des additifs qui sont dangereux pour les femmes enceintes, plus spécifiquement, etc. Ou pour des gens qui ont des maladies en particulier. Donc ici, je vous ai mis une liste d'additifs. Ce sont des agents de texture, donc très utilisés en fait dans l'agroalimentaire. Et en fait, ils sont dangereux pour tout le monde et encore pire pour les personnes qui ont des cas de diabète, d'intolérance au glucose, des maladies de l'intestin ou des maladies auto-immunes. Ensuite, je vous ai mis des colorants. Donc, ce sont les colorants des colas, sans vouloir pointer du doigt ce genre de boisson. Mais voilà, c'est vrai, c'est des colorants classés cancérigènes pour l'homme. Et on le sait, on sait que c'est cancérigène. Les scientifiques se sont exprimés à ce sujet. Mais aujourd'hui, dans les colas, on a toujours ce colorant marron. Voilà. Ensuite, on a d'autres colorants, donc très présents ceux-là dans les confiseries et les aliments pour les enfants, et on les soupçonne d'être facteurs d'hyperactivité. Vous vous rappelez, le sucre rend déjà hyperactif. Et en plus, on a ces colorants qui viennent s'ajouter. Donc je ne vous dis pas la bombe d'hyperactivité que ça donne sur nos enfants et sur nous-mêmes.
Et là, donc, je vous ai mis les bonbons, les céréales, donc toujours ce mélange sucre-colorant. Et je vous ai mis aussi la tartrazine, qu'on appelle le safran industriel. Je pense que vous connaissez, ça se vend en petits sachets. C'est très utilisé dans la cuisine orientale. Donc, méfiance. Si vous pouvez le supprimer, remplacer par quelque chose de plus sain comme le curcuma, c'est beaucoup mieux parce que la tartrazine, on sait qu'elle est facteur d'hyperactivité, entre autres maladies. Donc voilà, c'est des petits réflexes qu'on peut avoir dans nos cuisines qu'il faut vraiment supprimer. Là, je vous ai remis du coup des colorants. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'aucun colorant n'est épargné. Donc j'ai mis le colorant bleu, le colorant rouge et le colorant jaune. Et à chaque fois, on a une liste incroyable de problèmes, donc des allergies. Il y a un colorant, il a été interdit à un moment en France, puis on ne sait pas pourquoi, mais il est revenu. Des colorants cancérigènes, des colorants qui favorisent l'hyperactivité, etc. Donc méfiance vraiment avec les colorants. Et même dans votre cuisine, utilisez vraiment des colorants naturels, la betterave, le jus de betterave, curcuma, etc. Et donc, je vous encourage vraiment à consommer des épices, pour la couleur et aussi pour la santé, des bonnes huiles et une alimentation variée, équilibrée. Et puis quand on voit comme ça l'image, moi je trouve personnellement que ça donne envie. Donc vraiment, réapprendre le plaisir de manger sainement. Voilà. Donc j'espère que cette image vous donne envie aussi. Et maintenant, on va voir le résultat sur la santé, le bien-être de la famille. Donc on a notre petit enfant hyperactif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le met devant les écrans, on le met devant la télé, parce qu'on sait que ça va le calmer. Et c'est vrai que les écrans ont un effet hypnotique. Donc ça nous arrange bien, mais en fait, ce qu'il faudrait re-questionner, c'est vraiment l'assiette. C'est-à-dire, moi, je lui donne du sucre pour me faciliter la vie. Ça le rend hyperactif. Je le mets devant les écrans pour qu'il soit calmé, pour que moi aussi je sois tranquille. Ce qui se passe, c'est que dans les écrans, il y a les publicités, on lui dit faut manger du sucre, mange des gâteaux. Il repart sur du sucré et ça devient un vrai cercle vicieux. Et c'est là où nous, on doit être informés pour vraiment casser ce cycle vicieux à la racine. Après, le deuxième problème, c'est que souvent, quand on a des enfants un petit peu comme ça, agités et qui chahutent beaucoup, on ne veut plus les avoir à table, donc on les fait manger en premier et nous, on décide de manger après eux. Et ça, vraiment, c'est mauvais parce que ça casse le bien-être familial, ça casse la cohésion familiale. Et dans l'éducation de nos enfants, il est vraiment primordial de leur permettre en fait, de manger dans une famille apaisée, sereine. Donc vraiment, c'est tout ce cheminement-là qu'il faut avoir et se poser vraiment les bonnes questions sur ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi l'ambiance qu'il y a autour de l'assiette. Et par rapport à ça, justement, sur le fait de l'importance de manger ensemble, je vous ai mis un hadith. Donc les compagnons interrogèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô prophète de Dieu, nous mangeons sans pour autant être rassasiés. » Le prophète répondit, « Peut-être mangez-vous séparément. » Effectivement, répondirent les compagnons. Le prophète reprit alors, « Mangez en groupe et mentionnez le nom de Dieu. Votre repas sera alors béni. » Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec nos vies un petit peu à 100 à l'heure, on a du mal à se réunir à table, mais je pense que vraiment, c'est une chose à essayer de faire, au moins les week-ends, vraiment pour avoir la baraka à table. Et manger ensemble, en fait, c'est pas seulement manger sur la même table, c'est essayer, autant que faire se peut, de manger aussi dans le même plat, parce que ça augmente la baraka. On a un autre hadith, où on nous est mentionné que le prophète n'a jamais critiqué un repas. S'il était à son goût, il en mangeait, sinon il le laissait sans rien dire. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui casse un petit peu l'ambiance à table, c'est les critiques sur le plat. « Ah, c'est trop salé, c'est brûlé ». Et donc voilà, prendre exemple sur le plat de sallam, ça permet aussi d'amener une bonne ambiance à table. Petite reconnaissance vis-à-vis de la personne qui a cuisiné. Et dans le second hadith, en fait, on apprend que le prophète demanda un jour à ses épouses de la sauce pour accompagner son repas. Elles répondirent, nous ne possédons que du vinaigre. Le prophète se le fit apporter et mangea tout en disant,
quelle sauce succulente que ce vinaigre. Donc vraiment la positivité à table, c'est-à-dire que voilà, c'était un simple vinaigre, mais il l'a mis en valeur pour faire plaisir à ses épouses. Autre hadith, donc c'est un conseil que le prophète sallam avait donné à un compagnon quand il était enfant. Ô enfant, mentionne le nom de Dieu avant de commencer, donc bismillah, mange de la main droite et mange ce qui se trouve devant toi. Et on a un autre hadith, j'ai vu le prophète manger à l'aide de 3 doigts et lorsqu'il avait fini son repas, il les léchait. Alors c'est vrai que nous, on a pris l'habitude de manger avec des couverts et la baraka, en fait, elle serait dans le fait de manger avec ses mains. Aujourd'hui, on a des connaissances qui nous permettent d'appuyer, de nous motiver en fait à revenir à manger avec la main, notamment qu'aujourd'hui on a découvert qu'il y a des neurones sur la peau et qu'en fait la main, quand elle touche quelque chose, elle arrive déjà à conceptualiser ce que c'est avant même que l'information arrive au cerveau. Donc c'est un premier niveau d'information. Et la seconde chose, c'est qu'en acupuncture, on sait que le pouce est relié au bas du ventre, l'index au haut du ventre et le majeur à la gorge. Donc en fait, quand on utilise ces 3 doigts, on stimule tout l'appareil digestif. Et ça, c'est important, ça nous met dans des bonnes conditions pour consommer et pour digérer notre alimentation. Ensuite, un nouveau hadith pour nous encourager toujours à amener de la baraka à table. La bénédiction descend au milieu du plat. Commencez donc par manger ce qui se trouve au bord du plat et non au milieu. Donc là, c'est le contexte, c'est qu'on mange tous dans le même plat, on mange devant soi et en fait ce qui reste au milieu du plat, c'est là où il y a la baraka. Donc ça nous permet de donner un premier niveau de sensibilité par rapport à la question des restes. Donc souvent, si on mange à plusieurs et que il y a le milieu, donc il nous reste des restes. Et en fait, la baraka, là, elle se situe dans les restes. C'est-à-dire que c'est la chose qu'on va le plus mépriser, qui en fait est la plus importante. Donc ceci a une invitation à faire des plats plus petits pour éviter le gaspillage alimentaire, pour pouvoir profiter du milieu du plat et le manger. Un autre hadith, Satan vous accompagne dans tout ce que vous faites, et même pendant les repas. Ainsi, lorsque l'un de vous laisse tomber une bouchée de nourriture, qu'il la ramasse, la nettoie et la mange, qu'il ne la laisse pas à Satan. Une fois qu'il a terminé son repas, qu'il n'essuie pas ses mains à l'aide d'une serviette avant, qu'il se lèche les doigts car il ignore dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction divine. Donc là, c'est encore la même idée, c'est qu'il se peut que la partie de la nourriture qu'on a le plus méprisée soit en fait celle qui contenait le plus de baraka. Donc voilà, vraiment être scrupuleux, c'est très important. Et donc voilà, toujours dans la même idée, je voulais vous sensibiliser un petit peu à la notion du gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. C'est énorme, c'est trop. Et je vous partage aussi que 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetées chaque année. Donc je fais aussi un appel à toutes les personnes entrepreneurs qui sont dans la restauration ou dans des métiers de bouche, de vraiment essayer de participer autant qu'elles peuvent aussi à réduire ce gaspillage alimentaire. Et nous, dans nos maisons aussi, on doit vraiment veiller à diminuer ça, puisque comme je vous disais, la baraka, c'est vraiment dans le fait d'éviter tout ce qui est gaspillage. Et donc, je vous ai mis là rapidement les endroits où se fait ce gaspillage. Donc ça commence déjà dans le champ, ensuite dans les transports, l'entrepôt, l'usine, le magasin et la maison. Nous, à notre niveau, on peut déjà réduire le gaspillage au niveau du magasin et de la maison. C'est-à-dire que, par exemple, dans le magasin, je ne sais pas, il y a une carotte qui est un petit peu tordue, un concombre qui est un peu tordu, les gens ne veulent pas l'acheter. Nous, prenons l'habitude d'aller le prendre volontairement et exprès, puisqu'il se peut qu'en fait, la baraka soit dans ce produit qui a été méprisé par tout le monde. De même, à la maison, soyons vraiment très attentifs. Le gaspillage, ça doit être l'affaire de tout le monde. Papa, maman, enfant, tout le monde doit y être sensibilisé. Et on peut se motiver justement avec les hadiths qu'on a vus plus tôt. Voilà. Et donc, je vous propose, si vous voulez avoir plus d'informations, donc j'ai une page Facebook où je mets toutes ces informations sur la nutrition. Et j'ai aussi une adresse mail, donc j'aurai vraiment grand plaisir à vous répondre si vous avez des questions supplémentaires.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Barakallahu fikum.